Direction la capitale suédoise pour cette nouvelle heure des 24 heures chrono de l'international avec nos nouveaux invités pour parler donc de Stockholm qui sont sur ce plateau avec nous. Bonjour Majda Vincent. Bonjour. Vous êtes directrice des ressources humaines chez IKEA France, que tout le monde connaît, pas besoin de présenter l'entreprise. Florence Le Breton-Bertier, bonjour. Bonjour. Vous êtes une Française qui avait vécu pendant 5 années à Stockholm. Vous travailliez à l'époque aux ressources humaines dans une célèbre marque d'alcool, en l'occurrence Absolut. Absolument. C'est assez connu aussi. Antoine Guémy, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en études nordiques. C'est ça. D'où votre présence ici à l'université de Paris-Sorbonne. Paris-Sorbonne. Et Sorbonne Université, le dernier nom. Ah, on a inversé, Voilà. Très bien. Christophe Boisvieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, photographe et vous avez publié il y a quelques années un livre qui fait référence sur la Scandinavie, Absolument. dont évidemment fait partie la Suède. On va commencer tout de suite avec un témoignage recueilli en vidéo sur le climat des affaires, investir ou s'installer en Suède, à Stockholm en l'occurrence. Est-ce une bonne idée? Écoutez Erika Charbonnel, dirigeante de Travel and Tourism, membre de la Chambre de commerce française à Stockholm. Le climat d'affaires en Suède est en ce moment très bon. On est dans une très bonne conjoncture. Le taux de chômage est bas. On a un taux d'inflation qui est faible. Il y a un climat d'innovation qui est très propice aujourd'hui. On dit aussi que Stockholm, c'est la deuxième ville au monde par rapport aux startups après le Silicon Valley. Donc, on est vraiment dans une phase de boost économique. Et ça se passe vraiment très bien. Mais cela dit, on a aussi du mal à recruter des fois. Il y a des corps de métier complètement on a besoin de beaucoup de monde, pas à l'abandon, j'ai failli le dire, mais plutôt des corps de métier où on cherche vraiment des gens, comme par exemple dans la restauration, il y a beaucoup de chefs cuisiniers qui manquent. Il y a aussi beaucoup de médecins, tous les corps de métier de médecine. Et il y a une manque, infirmières, docteurs, etc. Et techniciens, je veux dire, des ingénieurs pointus pour les startups, parce que comme Stockholm a beaucoup de startups, comme Spotify, Skype, etc., quand on voit dans leurs locaux, on voit qu'il y a beaucoup de monde de partout dans le monde qui vient pour s'installer, pour travailler à Stockholm. Alors Florence Le Bertier-Breton, justement, vous êtes partie vous installer. C'est l'inverse, le Breton-Bertier. Vous êtes partie vous installer à Stockholm pour suivre votre époux, je crois. Et vous avez trouvé facilement du travail. Est-ce que c'est le marché du travail? Oui, j'ai trouvé le marché du travail est très très fluide. Effectivement, comme disait Erika, que je connais, c'est le plein emploi. Hein. Il y a 4% de chômage à Stockholm. Donc en fait, le marché est extrêmement fluide. Néanmoins, pour certaines entreprises, il y a un petit peu la primauté aux Suédois, c'est-à-dire que ils ont un peu tendance parfois dans les entretiens à privilégier d'abord un suédophone. Donc c'est plutôt les nationaux. Dans certaines entreprises, il y a beaucoup de gens qui peinent un petit peu. Moi, j'étais dans une entreprise très internationale avec 20% d'étrangers. Donc, il y avait absolument aucun problème. Et il y a beaucoup d'entreprises internationales. Donc, je pense qu'il ne faut pas forcément viser les entreprises. Il faut viser les multinationales ou les startups. Parce que, comme disait Erika, effectivement, là, ils ont besoin de tas de profils différents. Antoine Guémy, il y a l'innovation, effectivement, ça vibre beaucoup à Stockholm. Je pense, oui. Et d'ailleurs, on a beaucoup d'étudiants en études nordiques parce qu'ils sont attirés et ils ont dans l'idée que chez nous, les perspectives du marché pour trouver du travail sont pas formidables, alors que là-bas, ils peuvent peut-être trouver quelque chose. Mais bon, il y a eu aussi une tradition très ancienne de la Suède d'importer des savoir-faire de partout ailleurs en Europe. Hein. C'était un petit pays qui venait de pas grand-chose au départ. Ils ont fait venir des Wallons pour faire de l'industrie métallurgique, par exemple.
exemple. Ensuite, au XVIIIe siècle, ils ont apporté énormément d'artistes, d'artisans français pour se donner une image un petit peu plus, comment je dirais, luxueuse. Hein, et ça continue. La dame l'a parlé par exemple, dans le domaine de la cuisine, enfin tous les domaines où les Français ont une réputation. C'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de possibilités pour eux. Quelqu'un qui voudrait se lancer dans la fabrication du pain, ils importaient pendant longtemps des pains poêle à âne en avion parce qu'ils avaient envie de ça. C'est un propre des pays scandinaves. Les Vikings étaient pareils, hein, c'est d'être très désireux de toute cette culture du Sud. Hein, à la fois, ils ont la conscience de leurs propres valeurs, mais en même temps, pour eux, ce sont des choses qu'ils désirent. Et ils aiment surtout être très à la mode. Par exemple, autant il y a un petit problème de quasi-prohibition pendant longtemps, mais maintenant, le domaine des spiritueux où travaillait Florence, hein, c'est quelque chose qui se développe, parce que chacun a envie de pouvoir en parler et de pouvoir en profiter. Même chose pour la gastronomie, ils sont partis de peu de choses, du hareng et des pommes de terre. Et c'est vrai que là, les Français auront une carte à jouer, je ne le nie pas. Alors, il y a aussi une spécificité du marché suédois, c'est des entreprises suédoises qui visent le credo du qualité-prix. Il y a des exemples connus comme H&M et comme Ikea. C'est un credo important pour les Suédois. Très clairement, en tout cas, pour vous parler d'IKEA, tout part, on a 5 piliers hein, par rapport à notre idée des affaires, ça part de la qualité. Donc, dès la planche à dessin, c'est-à-dire quand nos designers dessinent le produit, ils pensent à la qualité, ils pensent au prix, puisque du coup, c'est un rapport qualité-prix. Ils pensent à la fonction, côté fonctionnel, la forme, le côté aussi beau, esthétique, puisqu'on veut offrir des produits qui sont beaux et qui soient pour le plus grand nombre, puisque c'est le design démocratique, et surtout qu'ils puissent aussi, dans la chaîne de l'environnement, de la planète, qu'on puisse aussi avoir des produits qui s'assemblent pour le transport, etc. Donc, dès le départ, effectivement, la notion de qualité est très importante, et en tout cas, c'est le point de départ de notre vision, puisque la vision d'IKEA, c'est améliorer le quotidien du plus grand nombre, et ça va passer par ces 5 piliers dès la conception du produit. C'est quelque chose que vous avez apporté en France ? Oui, enfin, qui est en tout cas la base du concept, donc ça ne s'importe pas, ça vient avec le concept en lui-même, et c'est du coup ce qui va venir nous rassembler dans la manière de travailler. On va toujours avoir ça en tête dans notre manière de travailler, en tout cas au syndicat France, et typiquement les valeurs sont la fondation de toute cette manière, de cette façon de faire, notamment le travail ensemble, la conscience des coûts est très importante hein, en Suède, et ça vient de l'histoire. Vraiment de l'histoire, c'est vraiment préserver la terre, travailler tous ensemble pour limiter les coûts, les impacts. Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent au quotidien. On va rester aussi revenir dans un instant sur notamment les différences culturelles, parce que vous connaissez à la fois, vous, le côté suédois et l'importation du modèle suédois en France. On va en reparler avec nos 4 invités. Restez avec nous.
On reste à Stockholm pour cette nouvelle émission des 24 heures chrono de l'International avec nos 4 invités et notamment Florence Le Breton-Bertier. Alors quand on veut s'installer ou vivre dans un nouveau pays, on regarde souvent quelles sont les différentes législations. On va revenir dans un instant sur les différences culturelles parce que c'est important pour la Suède. On s'imagine que c'est tout près et que finalement il y a quand même beaucoup de différences culturelles. On va en parler. Mais sur l'aspect plus réglementaire, sur le droit du travail, est-ce qu'il y a des choses à savoir quand on veut partir s'installer en France? Je rappelle que vous avez travaillé aux ressources humaines d'une marque d'alcool. Oui. Des choses à savoir quand on veut s'installer là-bas. Est-ce que c'est un droit de travail plus rigide qu'en France? Oui, voilà, c'est ça que je peux dire. C'est pas plus, non, c'est pas plus rigide. C'est assez proche comme état d'esprit. Mais c'est toujours plus orienté, enfin c'est très orienté. Je pense notamment aux procédures de licenciement, surtout, qui en France sont très complexes et très longues et assez négatives. Là-bas, c'est des procédures qui sont très constructives et positives. Enfin, on fait des licenciements positifs. Oui, c'est-à-dire que l'entreprise se doit de faire tous les efforts pour que la personne arrive à atteindre ses résultats, en fait. Et donc, il y a des vrais efforts avant qu'on arrive à une rupture, il y a des vrais efforts qui doivent être prouvés, fournis, reconnus pour que l'individu qui décroche ou arrive à se raccrocher, que l'entreprise mette tous les moyens pour le faire. Donc, je dirais que c'est assez semblable au système français. C'est un peu plus fluide, un peu plus... c'est la fameuse flexi-sécurité dont on parle en France aussi. C'est exactement la flexi-sécurité dont on parle. Ça veut dire aussi qu'il y a une bienveillance, en tout cas obligatoire, entre guillemets, pour l'entreprise vis-à-vis de son salarié. Voilà, mais beaucoup plus, et ça fait partie aussi des différences culturelles majeures, c'est qu'il y a une vraie bienveillance a priori vis-à-vis du salarié. Comme à l'école, il y a une bienveillance a priori vis-à-vis des enfants, même ceux qui décrochent. L'école a l'obligation de fournir, enfin, et mettre tous les moyens en œuvre pour que l'enfant se raccroche. Et ben de la même façon, dans l'entreprise, l'entreprise a l'obligation de mettre tous les moyens en œuvre pour que le salarié se raccroche. Alors sur les différences culturelles, maintenant, on va d'abord écouter le témoignage d'un Français installé à Stockholm qui s'appelle Hugo Bergès. Bonjour Paris. Parlons des différences interculturelles dans le monde du travail et de l'entreprise. Arriver en Suède, c'est s'intégrer donc dans le modèle suédois. Généralement, les différences principales quand on arrive, c'est qu'on fait des journées plus courtes. Faut essayer d'être plus efficace dans son travail. On arrive tôt le matin, on part tôt également. L'équilibre vie professionnelle, vie personnelle est très importante. Beaucoup de collègues qui vont chercher leurs enfants à l'école dans des postes à haute responsabilité. C'est généralement quelque chose qu'on ne voit pas trop en France, même si ça tend à se développer. Et l'événement très important au cours d'une journée dans une entreprise suédoise, c'est ce qu'ils appellent le fika. C'est un moment de réunion autour d'une petite pâtisserie et d'un café. Voilà, c'est quelque chose vraiment d'institutionnel, encore plus que la pause café en France. Alors, les différences culturelles, on s'en rend compte, sont assez importantes, notamment pour la vie en entreprise. Il y a des choses à faire, à ne pas faire quand on est un Français qui arrive à Stockholm dans une entreprise suédoise. Alors, d'un Français qui arrive en entreprise suédoise, je pense que c'est plus... tu pourras plus répondre que moi. Moi, je pourrais vous dire comment ça se passe, nous, chez Ikea, en France. Alors, vous allez vous raconter, c'est-à-dire que quand des Suédois arrivent en France, quels sont les chocs qu'ils vivent quand ils découvrent une entreprise française, même si c'est une entreprise suédoise. Donc c'est un peu... Je ne pourrais pas parler de choc parce qu'on a un socle commun qui sont les valeurs, et les valeurs rassemblent. Donc le choc, je dirais qu'il n'est pas là, puisque si on attire et on recrute les personnes à travers les valeurs, on intègre bien les personnes, l'aventure, elle peut être que belle. Alors oui, il y a des différences culturelles, bien sûr, sur la manière de travailler. Par
par exemple, comme le citait le témoignage, c'est les Suédois commencent tôt, c'est par rapport à leur rythme de travail. Donc effectivement, les Suédois vont arriver au bureau beaucoup plus tôt, potentiellement, et finir beaucoup plus tôt parce que c'est leur manière de fonctionner. Maintenant, notre socle commun nous rassemble. Et la manière dont on travaille ensemble, la manière dont on communique, finalement, tout est simple puisque c'est basé sur la confiance. Donc, une fois qu'on a ça, c'est juste assez simple, finalement, de travailler, en tout cas, dans une entreprise suédoise chez Ikea en France. À l'inverse, donc, sur les choses à savoir pour un Français qui arrive en L'erreur à ne Suède. pas faire, c'est d'arriver en retard, par exemple. Ça, oui. ça c'est très, très mal perçu par les Suédois. Hein. Mm. Et un Français qui arrive en retard avec un quart d'heure de retard, ce qui est assez courant, finalement, ici. Ce qui est même, C'est un classique, peu la norme, on on pourrait dire, Voilà. et qui ne s'excuse pas, c'est insupportable pour un Suédois. C'est vraiment là, on peut dire que la négociation commence très très mal si on part sur ces bases-là. Et ça, c'est vécu comme un manque de respect, ce que c'est d'ailleurs, on peut le dire aussi. C'est quand même voilà. Et ça même dans le privé, hein, quand on arrive chez les amis, Absolument. on appuie sur le bouton de sonnette à l'heure. Voilà. Absolument. D'accord. Ça, c'est vraiment un truc à intégrer quand on veut vraiment travailler avec des Suédois, c'est vraiment la ponctualité. Je me souviens d'un ami entrepreneur français qui me disait, mais il voyait ça comme une phobie. Mais c'est pas une phobie, pour eux, c'est vraiment culturel. Hein, c'est vraiment leur vision du monde, c'est le respect que l'on se doit les uns aux autres, en fait, tout simplement. Florence Le Breton-Mercier, d'autres choses qui vous ont étonné quand vous êtes arrivé dans une entreprise suédoise? Oui, pour reprendre ce que disait votre témoin ou votre intervenant, je pense que ce qui est extrêmement libérateur, et là c'est vraiment le côté très 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 positif de la vie au travail en Suède. Ce qui est libérateur pour un être humain, c'est que on peut en Suède réconcilier son soi professionnel et son soi personnel. C'est-à-dire qu'en France, on vous apprend à avoir votre vie pro et votre vie personnelle, et il ne faut pas qu'il y ait d'enchevêtrement, il ne faut pas que la vie personnelle dérape sur la vie professionnelle, parce que dans ce cas-là, vous n'êtes plus très crédible dans votre vie professionnelle. Là-bas, vous avez un sentiment d'harmonie totale, parce que si vous avez besoin d'aller chercher vos enfants à l'école et qu'il y a un problème ou pas, ou il y a un spectacle, ou en milieu d'après-midi, tout le monde, les DG, les directeurs, les salariés, enfin tout le monde y va, les hommes, les femmes... et puis on se débrouille, après on continue à travailler de la maison peut-être. Le home office, c'est le télétravail, c'est tout à fait acquis. Donc on a vraiment un sentiment d'être qu'une seule et même personne, ce qui est extrêmement recentrant. C'est lié aussi à une culture de la responsabilité qui est très forte en Suède, qui est vraiment très, très ancienne. Hein. Et culture de la confiance, Majda Vincent aussi, donc vous commenciez à l'évoquer tout à l'heure, la confiance vient a priori vis-à-vis du salarié, c'est ça? La confiance vient a priori. C'est déjà les personnes que l'on voit, ce qu'elles peuvent apporter, leur expérience, et c'est ce qu'on voit a priori. Et du coup, les imperfections, on les voit comme peut-être même des avantages, des plus, ce qui va venir de l'expérience. Donc ça vient... de fait simplifier les relations, puisque justement aussi la simplicité c'est quelque chose d'assez fort en Suède, et en tout cas nous dans nos relations de travail, c'est simplicité dans la relation, dans la proximité. Comme je disais, la hiérarchie elle est finalement peu présente. On est dans une réunion, on ne sait pas qui est à droite ou à gauche, enfin quand je dis qui, c'est en termes de statut. Il n'y a pas de positionnement hiérarchique, tout est évident. Et c'est vrai que ça simplifie finalement la manière de travailler, et ça permet de travailler en toute harmonie en équipe aussi. Ce fonctionnement, si vous l'avez importé chez Ikea France? Alors, encore une fois, c'est vrai que comme ce sont des valeurs communes, comme je le disais tout à l'heure, on recrute à travers ces valeurs. Donc, on recrute des personnes avec qui on est transparent dès le départ. C'est voilà comment on travaille chez Ikea, voilà le concept chez Ikea. Nous, c'est améliorer le quotidien du plus grand nombre, donc c'est la vision client. Et à partir du moment où on a envie de s'inscrire dans cette aventure, eh bien, tout va se faire. Donc, on a des parcours d'intégration qui vont apporter l'expertise nécessaire justement pour apprendre le métier. Parce que finalement, c'est l'expérience, c'est comme à l'école, le système suédois, pour avoir échangé avec des Suédois, c'est l'expérience qui va compter, pas forcément le diplôme, pas forcément le statut, ni les points, ni les notes. Eh bien, on le retrouve dans le schéma professionnel, quelque part dans l'environnement professionnel. C'est justement cette expérience et ce que je peux apporter, et pas finalement le résultat à tout prix, comme à l'école en tout cas. Alors Hugo Bergès, dans le témoignage vidéo qu'on vient d'entendre aussi, parlait de la FICA. Oui. Ça, c'est la base, c'est oui. ça, apparemment. C'est une évidence pour vous quatre. Qu'est-ce que c'est? Le FICA est très important. D'ailleurs, quand on a un ordre du jour, une réunion, c'est inscrit dans l'ordre du jour. Donc on est ponctuel. C'est la pause. Hein. C'est la pause. Donc ça vient de l'inverse de coffee, FICA, enfin FICA,
coffee. Donc voilà, D'accord. c'était inversé et c'est institutionnalisé. Et c'est là où se passe aussi beaucoup de choses. En tout cas, chez Ikea en France, c'est le moment de célébrer quand il y a des événements, qu'ils soient professionnels, un anniversaire, une mutation. Mais c'est un moment de convivialité. Et comme tu disais tout à l'heure, Florence, c'est aussi là où on apprend à se connaître. Parce que justement, il n'y a pas de barrière. Enfin, il y a des barrières, bien sûr, professionnelles, personnelles, mais il y a vraiment une proximité qui fait qu'on va prendre soin des personnes en échangeant. On ne va pas parler que travail, même si des fois, des choses se passent autour du travail lors de la FICA. Mais je peux vous dire que le FICA, tout s'arrête à 10h et tout s'arrête aussi dans l'après-midi. Le matin, c'est plutôt salé. Et l'après-midi, c'est sucré et c'est un moment très Ah, ce qu'on convivial. mange en plus. pendant la Ah oui, fête. Ah oui, il y a des ce n'est pas que le café. Ah, Donc, d'accord, donc on le grossit matin, quand on est... Pourtant, écoutez, les Suédois ne sont pas, mais... Non. c'est plutôt, encore une fois, comme le présenter le témoignage, c'est que le matin, ils commencent tôt, les Suédois et les Suédoises. Donc, du coup, c'est déjà passé une journée. Donc, à 10h, effectivement, on va manger. Et à l'inverse des Français, nous, à midi, on a plutôt entrée, plat, dessert. Les Suédois, c'est un seul plat, ça va assez vite. Donc, ils doivent tenir dans la journée. Donc, c'est quelque chose d'assez cohérent, en tout cas, dans leur manière de vivre. Donc ça, vous le faites en France également. On a C'est ces Ikea. moments, ah oui, tout à fait, on a ces FICA et on les vit à la suédoise quand on va en réunion en Suède et c'est quelque chose que je trouve vraiment très convivial et qui permet aussi de mieux connaître les personnes. Antoine Guémy, c'est une institution, la FICA? Oui, moi je trouve que ça gâte un peu l'appétit, mais bon, du café à toute heure de la journée. Pour un Français, Voilà, le rythme n'est pas... c'est pas terrible. Mais c'est vrai qu'alors non seulement il y a la FICA, mais il y a aussi au début des vacances de l'industrie, parce qu'ils sont tous quand même calés, hein, même si bon, ça continue quand même à travailler. J'imagine que chez Ikea, ça continue à travailler, mais au mois de juillet, fin juin, début juillet, l'industrie part en vacances. Tout le pays est en vacances et très difficile de joindre qui que ce soit parce qu'on sait qu'il est parti à la campagne. Voilà, exactement, à partir de la Saint-Jean. Et on fait une fête dans les entreprises où tout le monde vient, tout le monde est convié. Il est hors de question que les gens n'y participent pas avec des grands gâteaux. Et on célèbre chez Ikea d'ailleurs. Voilà. Donc c'est vraiment un temps fort. Donc c'est assez important. Je reviendrai sur le mot, ils ont le mot tillit pour, on va parler suédois un peu quand même, pour cette confiance. C'est vrai que c'est la base. Mais c'est c'est aussi valable pour tous les pays scandinaves et même pour tous les pays germaniques, je dirais. Il y a la frontière le limes de la conquête romaine a quelque part créé là des pays qui sont fondés sur un autre type de comportement, y compris ça vient de la loi déjà, la loi romaine le droit romain qui est différent du droit germanique et la confiance est la base. D'où l'importance de ce que tu disais aussi. C'est vrai que quand dans des entreprises moins internationales, le fait de parler la langue est très important. Même si l'anglais, tout le monde le parle. Bon, les Français font ce qu'ils peuvent. Et alors, c'est un vrai problème pour les étrangers parce que les Suédois n'ont pas, pendant longtemps, maintenant ça a un peu changé, mais eu l'habitude d'entendre les gens extérieurs parler leur langue. Donc, soit ils vous parlent directement en français, mais c'est comme s'ils ne comprenaient pas ce que vous disiez. Même quand on fait l'effort de parler. Oui, parce qu'il c'est vrai qu'il y a une intonation particulière qui n'est pas facile à capter, et ça exclut assez facilement les gens parce que on dit c'est pas ça. Ils n'ont pas l'écoute large de ce point de vue-là. Ils n'ont pas beaucoup de tolérance à ce niveau-là. Ça voit vieux sur la langue de travail. Du coup, l'anglais s'installe très vite. L'anglais s'installe très vite. Tous les Suédois. Quasiment tous les Suédois parlent anglais et très couramment. Un chauffeur de taxi, je veux dire vraiment tous les commerçants, c'est très facile. On vit très très facilement. Ça c'est quand même un point fort pour des Français qui veulent s'installer. Ils n'ont pas. Alors c'est vrai que vous avez raison de dire c'est toujours mieux et ce sera très apprécié si un Français est capable de s'exprimer en suédois ou quelques rudiments de suédois et fait l'effort, ça sera vraiment très apprécié. Mais on peut très bien vivre et fonctionner en Suède avec l'anglais. On va poursuivre cette conversation dans un instant. Merci à vous, Majda Vincent, d'être venue sur ce plateau pour nous parler de l'expérience d'IKEA France. On va écouter le témoignage maintenant de Béatrice Debeau qui préside Stockholm Accueil pour savoir comment réussir son installation personnelle à Stockholm. Le point sur les formalités administratives. Écoutez-la. Bonjour Paris. Il est impossible de s'installer à Stockholm sans avoir un numéro personnel ou personnummer. C'est le sésame pour toutes les administrations. Pour l'obtenir, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre à Skatteverket, qui est l'administration suédoise, qui va vous l'octroyer. Cela va prendre quelques semaines, mais patience. Avec ce numéro personnel,
Il vous sera alors possible d'ouvrir un compte en banque, de souscrire un abonnement téléphonique, d'accéder aux services de santé, mais également au logement. Profitez-en pour faire une demande de carte nationale d'identité. Cela facilitera toutes vos actions du quotidien. Pour un Français qui arrive en Suède, à Stockholm en l'occurrence, il y a des formalités étonnantes ou Oui, enfin importantes. étonnante pour nous parce que ce que disait cette dame est tout à fait juste. Hein. Il est hors de question que vous puissiez faire quoi que ce soit, toucher de l'argent, si vous n'avez pas, évidemment comme touriste, tout est possible, mais si vous n'avez pas le Personnummer, hein, qui est ce numéro personnel, qui en fait est un numéro qui pour tout. C'est-à-dire le numéro de sécu, c'est votre numéro de sécu, mais votre numéro personnel de votre dire ça c'est pour un Français assez inquiétant parce que toutes les données sont dedans, hein, et ça implique une confiance justement par rapport aux autorités, par rapport aux institutions qui ont accès à toutes vos données. Il faut ce numéro pour s'abonner. Vous ne pouvez absolument rien faire. J'ai eu l'exemple d'amis. Un téléphone portable. Non, même pas acheter un téléphone portable. On n'existe pas. Hein. Alors c'est toute cette tradition protestante de transparence absolue où on part du principe qu'on n'a rien à cacher, mais c'est vrai que pour un Français qui est habitué à plus de un esprit mine de rien, une culture catholique, hein, où on ne dit pas tout, hein, eh bien ça peut être un petit peu inquiétant, et alors on fait confiance évidemment à la Suède parce que vous avez à l'inverse les gens, par exemple l'administration des impôts peut vous appeler en disant vous avez mal rempli votre déclaration, en fait, on va vous aider, et la personne dit son nom, hein, et vous aide pour que vous puissiez récupérer de l'argent ou ne pas faire d'erreur. J'ai jamais vu ça en France. Enfin, c'est censé venir maintenant. Oui, c'est vrai que c'est assez curieux et rassurant, mais c'est vrai que pour nous, on a un petit peu de cette histoire de Personnummer. Ça, c'est une histoire. C'est vrai qu'à certaines époques aussi, hein, je pense à tout ce qui est arrivé à Ingmar Bergman. Il y a eu cette conscience du grand frère, hein, du Big Brother qui surveillait et qui évidemment dans le cadre de la social-démocratie et de la maison du Folkhem. Hein. Alors ça, c'est des valeurs religieuses en fait. Hein. Le pasteur avait le même œil sur toute sa paroisse autrefois. Oui, c'est ça. Hein. Finalement, il faut ouvrir complètement, il faut être totalement transparent sur sa vie professionnelle, sa vie personnelle qui s'entremêle avec la vie, si je comprends bien, professionnelle également. Oui. Sur ce domaine-là, ça peut être effectivement surprenant pour un Français quand on arrive là-bas. C'est surprenant, mais effectivement, ils peuvent tous faire des recoupements sur toutes nos démarches grâce à ce numéro d'identification, d'immatriculation qu'on utilise chez le médecin, qu'on utilise dans les banques, qu'on utilise, comme je disais, pour acheter un téléphone, qu'on utilise mais absolument partout. Pour s'inscrire à n'importe quoi, on a besoin de ce Personnummer. Donc c'est vrai que c'est assez déroutant. Par exemple, si vous allez chez le médecin, il a une base de données centrale et il peut voir tous les achats que vous avez faits en pharmacie, etc. Avec votre Personnummer. Donc si vous lui demandez pour la 15e fois le même médicament que vous vouliez, il dit non, vous l'avez déjà acheté. Enfin bon, donc c'est très... Et il y a une transparence aussi vis-à-vis de tout ce qui est financier et de la fiscalité, c'est-à-dire que de la même façon, on peut taper le nom de Antoine Guémy et voir la déclaration fiscale, ce qu'il touche, combien il paye d'impôts, combien de pièces à son logement, combien de pièces à son logement. Donc voilà, donc ça fait partie de la confiance et de la transparence qui sont des éléments de base. Il y a le célèbre exemple, excuse-moi de te couper, de cette femme politique suédoise qui devait devenir Premier ministre et qui n'a pas pu parce qu'elle avait utilisé, un jour qu'elle avait une fringale, la carte de crédit du parti pour acheter un Toblerone. Donc c'est la fameuse affaire Toblerone qui lui a coûté sa carrière. Ouais. Elle avait remboursé tout de suite après. C'était juste un transfert de fonds, mais ça n'a pas pardonné. Hein, ce genre de choses ne pardonne pas. Dans le domaine politique, en tout cas. Quand on parle de Stockholm, il y a un point noir qu'on cite souvent, c'est le coût de la vie en général et le coût du logement en particulier. Écoutez, le témoignage là-dessus sur comment trouver un logement, c'est le retour d'Hugo Bergès qu'on a entendu tout à l'heure, qui est un Français installé à Stockholm.
Le logement est très différent du marché parisien si on souhaite comparer les deux capitales. À Stockholm, il y a beaucoup de propriétaires. Les Suédois peuvent s'endetter sur des durées d'une 50aine d'années. L'accès à la propriété reste envisageable évidemment pour les étrangers. Si on s'oriente sur le marché de la location, celui-ci est également très différent dans le sens où pour avoir une première main, il faut se mettre sur une liste d'attente et attendre une 20aine d'années ou plus pour les logements qui se situent dans Stockholm. Un peu moins pour la banlieue proche. Donc la solution la plus évidente est de passer par le marché des secondes mains ou des sous-locations. On peut regarder sur Blocket, qui est le bon coin suédois, qui va diffuser des annonces moyen terme ou long terme. Les réseaux sociaux sont une très bonne alternative, où la communauté française par exemple est très présente, qui va diffuser des annonces pour des colocations, des chambres ou alors des appartements qui se libèrent. Florence Le Breton-Bertier, le logement, ça a été un problème quand vous êtes arrivé à Stockholm? On a eu plutôt de la chance, mais il y a très peu de biens disponibles. C'est vrai, donc le marché est extrêmement tendu. Donc quand vous arrivez, vous visitez trois biens immobiliers qui correspondent à peu près à vos critères. C'est pas beaucoup, il faut se décider vite. Donc ça c'est pour la location. Et puis pour l'achat, ils ont un système qui est assez extraordinaire. Alors ils ont un système d'emprunt qui est effectivement plutôt favorable parce que on ne rembourse au début que les taux d'intérêt en fait pendant très longtemps et on peut étaler les emprunts sur de nombreuses années. Mais par contre, la vente se fait à la bougie, donc c'est des systèmes d'enchères, ouais. de vente aux enchères. Systématiquement. Tous les biens partent. Donc c'est pareil culturellement, c'est très déroutant pour nous d'acheter un bien immobilier aux enchères comme ça et à la bougie. Mais voilà. Mais donc c'est vrai que ce que tout le monde dit, c'est assez tendu et à la location. L'intervenant parlait de seconde main et ce système de seconde main fait qu'en fait donc on loue à quelqu'un qui est déjà locataire et en fait souvent les locataires sont partis pour 1 année ou 2 années à l'étranger mais pas plus, donc les baux sont extrêmement courts. Ils sont toujours en faveur de la première main ou du propriétaire et pas du dernier locataire, du sous-locataire. Donc du coup, on avait plein d'amis qui étaient amenés à déménager 3 fois en 5 ans. Enfin bon, donc oui, c'est assez tendu le marché de l'immobilier. Sur le coût de la vie, Christophe Boisvieux, c'est particulièrement frappant. Alors ça dépend. Les locations, c'est, vous me corrigerez si je me trompe, 40% de plus à peu près pour un 3 pièces par rapport à ce qu'on paierait à Paris à peu près. 40%. C'est quand même beaucoup. Oui, mais avec un standing d'accord. Nettement supérieur. D'accord, mais enfin, quand même, Ouais. quand on veut s'installer, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en considération. Oui. La nourriture, pas tellement plus chère que ça. En fait, l'euro a produit Voilà. vraiment un surenchérissement chez nous Oui, qui a mis les choses au même plan. Quand même, hein. Qui a nivelé. Qui a nivelé. Et autant, c'est vrai, il y a 20 ans, on trouvait ça très cher. Autant maintenant, on trouve que c'est à peu près c'est sensiblement équivalent. Les produits n'ont pas la même qualité, je dirais, mais c'est à peu près la même chose. C'est un peu plus cher quand même. Oui. Les transports. Un taxi, c'est ruineux, par exemple. Alors, c'est très cher. Un tuyau pour les étrangers, c'est qu'on parlait le midi, on mange pas beaucoup, et c'est vrai qu'on peut manger très bon marché, en gros, le midi, parce qu'il y a un plat unique, et c'est vraiment ça qu'il faut faire. Si le soir, ça coûte beaucoup plus cher. Le soir, les restaurants, c'est horriblement cher. On va parler du pour revenir sur cette histoire de loyer, oui, c'était un système qui était censé. Oui, en fait, je suis pas tout à fait d'accord avec l'intervenant parce que il y avait pas tellement de propriétaires au centre de Stockholm, de propriétaires individuels. Il y a beaucoup de propriétaires, comment je dirais, institutionnels. Et donc du coup, même quand on est propriétaire. En fait, on n'est pas complètement propriétaire. Hein. Il y a des astreintes et on doit payer encore des tas de choses. Alors ça correspond aux charges, ça correspond à
toutes ces choses-là, mais on n'est pas totalement libre de son bien. Hein. C'est aussi une idée social-démocrate. C'est en fait l'idée, alors pour les locations par exemple, c'était l'idée de protéger les gens. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas mettre dehors le premier, celui qui tient le contrat. Ouais. Mais après, évidemment, ça s'est perverti parce que la demande étant très forte, on a fait des sous-locations et là, du coup, c'est un peu la jungle. Hein. Un autre thème important quand on part s'installer, c'est de connaître le système de santé pour les Français qui pourront s'installer en Suède. Écoutez, Béatrice Debeau, présidente de Stockholm Accueil à nouveau. Bonjour Paris, vous êtes français, vous venez de vous installer à Stockholm et vous voulez scolariser votre enfant. Rien de plus simple, si votre enfant a entre 1 an et 6 ans, vous pouvez l'inscrire en jardin d'enfants. Ils sont appelés ici Förskola. À partir du CP et jusqu'à la terminale, il y a un lycée français qui s'appelle le lycée Saint-Louis, qui dispense les 3 filières générales du baccalauréat, S, ES et L, selon la réglementation de l'éducation nationale française. Ensuite, il y a également des écoles internationales anglophones, et puis une école qui s'appelle Franska Skolan, qui est une école suédoise, mais qui dispense un certain nombre de cours en français. Il y a également les écoles suédoises pures, mais là, il faut pratiquer la langue. Alors, vous l'avez compris, on a parlé plutôt de la scolarité, plus que du système de santé, en l'occurrence, avec cette intervenante. Et du coup, le système de santé, j'y arrivais, le système scolaire est très différent quand on arrive en Suède, à Stockholm. Alors, le système scolaire est extrêmement différent, c'est-à-dire que il est tourné beaucoup plus autour de l'enfant et de l'individu, en fait. Donc, à l'école, d'abord, les enfants sont notés extrêmement tard dans le système suédois. Ils n'ont quasiment pas d'évaluation. Ils apprennent à lire beaucoup plus tard aussi. Ils apprennent à lire plus tard, ils sont notés beaucoup plus tard, ils n'ont quasiment pas d'évaluation, jusque, en fait, au lycée, où là, ça se tend tout d'un coup. Mais donc, il y a une vraie importance de l'individu. Ce que vous expliquiez tout à l'heure, vous commenciez à expliquer, c'est que le prof a une espèce d'obligation d'aider l'élève coûte que coûte. Voilà. C'est-à-dire que en fait, je discutais avec des profs des profs suédois qui disaient qu'en fait, eux, on les forme à se dire que s'il y a un enfant qui décroche dans leur classe, c'est pas l'enfant qui est le problème, c'est à eux de trouver une solution pour que l'enfant se raccroche. Et donc, il y en a qui se prennent la tête vraiment et qui font de vrais efforts pour trouver des solutions pour que l'enfant se raccroche. Et nous, mes enfants étaient au lycée français de Stockholm. Et donc, au lycée français de Stockholm, c'est un bon mixte, je dirais, des systèmes suédois et français. Et c'est pareil, c'est-à-dire que les subventions, même qu'obtient plutôt le lycée français de Stockholm, dépendent de l'effort, de l'investissement des professeurs et de l'effort que le lycée va apporter dans le soutien des enfants au lycée. Et ça, c'est assez extraordinaire. Oui. Malheureusement, on va être obligé pour relativiser. On n'a plus le temps, malheureusement. On va être obligé d'interrompre cette conversation sur Stockholm. On espère qu'on aura plus de temps, peut-être l'année prochaine, pour revenir sur Stockholm. Dans un instant, vous continuez à vos émissions spéciales Canada. Vous savez, pendant ces 24 heures chrono internationales, on se consacre cette fois à l'implantation des entreprises, le visa entrepreneur, les différentes formes de sociétés existantes au Canada. Et puis à 17h, on se rendra à Dakar, au Sénégal. Merci à vous tous. Merci. Merci. I am 4, I can read and I can write. C'est 4 ans, je sais lire et je sais écrire. Bonjour à tous. Vous résidez hors de l'Union européenne ou dans les dom-toms. Alors découvrez l'expérience Renault Eurodrive de transit temporaire. Vous savez, les plaques rouges. Pour commander et réserver votre véhicule, 2 possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez le commander auprès d'un agent local ou le réserver en ligne sur notre site internet. Avec Renault Eurodrive, vous bénéficiez de la gamme la plus large et la mieux équipée du marché. Voilà, Renault Eurodrive, c'est une voiture neuve hors taxe, un service premium tout compris et des équipes dédiées qui mettent tout en œuvre pour que vous profitiez au maximum de votre voyage. Renault Eurodrive, c'est vraiment l'Europe en toute sérénité.